Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Un peu de crime dans ton café, un podcast où on va parler de crime et de café. On est vos animatrices Audrey et Catherine. Salut Catherine, ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ah, ça va pas pire, ça va pas pire. C'est le premier épisode, donc je propose peut-être qu'on se présente un petit peu, parce que présentement on est juste des voix désincarnées dans votre téléphone ou dans votre écran ou peu importe comment vous écoutez des podcasts. Alors Catherine, présente-toi. Oui, bonjour, moi je m'appelle Catherine, je suis écrivaine et je tripe sur le crime et le paranormal depuis que j'étais petite et que ma mère me montrait des films sur Al Capone. Oh! Ouais, pour vrai! Ok, c'est un beau sujet pour les enfants. Ben oui, Les Intouchables, là, avec Elliot Ness, là, c'est wow. vraiment approprié pour les okay. enfants. Un des films préférés de ma mère. Fait que oui, c'est ça, moi j'ai toujours trippé sur le crime. Mais le crime au Québec, c'est bien plus prolifique que ce qu'on pense. Oh oui, il y a beaucoup de crimes au Québec. Uh-huh. Moi, c'est Audrey. Moi, je fais les illustrations, les belles illustrations que vous avez vues sur les Instagram. J'écris, mais plus en ghostwriter, donc je suis éditrice. Et moi aussi, j'aime bien ça, le crime et le paranormal, mais moi, je regardais des films de Disney quand j'étais petite, par exemple. Mais c'est bien correct, mais j'ai toujours été un enfant qui avait peur de tout. Fait que j'avais pas le droit de regarder des films d'horreur, fait que j'avais encore plus le goût de regarder des films d'horreur quand j'étais plus vieille. Et maintenant, j'aime vraiment tout ce qui est weird. Donc, Catherine et moi, on s'est dit, on est deux bizarres, et qu'est-ce que deux bizarres devraient faire? Partir un podcast pour d'autres bizarres. Fait que merci, Jean Bizarre, de nous écouter. Notre premier épisode aujourd'hui, on va parler du procès de Albert Gay et de la tragédie aérienne de Saut au cochon, qui s'est déroulé le 9 septembre 1949. On salue les gens qui étaient là. Catherine, toi, est-ce que t'as peur de prendre l'avion? Non, moi ça va. Ben, une fois, j'étais dans un avion pour... C'est toujours le fun de commencer un podcast avec une anecdote. Hein? Ben oui. Une fois, j'étais dans un avion, je m'en allais comme en République dominicaine, j'avais 10 ans. Puis là, quand on a décollé, il y a un oiseau qui a passé dans le moteur. Fait qu'on a dû retourner à Dorval prendre un autre avion le lendemain matin. Puis c'était pas une super belle première expérience d'avion, mettons. Oh boy. OK. C'était moins dramatique que ça au cochon, par exemple. On commence en force. Moi, j'ai pas souvent pris l'avion, par exemple. Je suis un peu sédentaire comme personne, au point où une fois j'étais à Toronto et pour une raison quelconque, j'ai pris mon passeport. Et mon copain aime beaucoup me la rappeler, celle-là. Je pense que je vais jamais la outler. Mais non, j'ai pris l'avion. Je pense que non, il est jamais rien arrivé. J'ai pris l'avion pour aller en Autriche, puis la pire affaire qui est arrivée, c'est que on nous a pas dit d'aller ramasser nos valises. On pensait qu'elle allait être transférée toute seule, fait qu'on a failli se ramasser pas de valises. Ah ouais, classique. Mais en même temps, c'est correct. Je suis tweet, mais je m'assume. Je suis une tweet assumée. Je vais essayer de pas rire trop, là, mais c'est ça, je ris beaucoup dans la vie, moi. Hey, on rit toujours. Catherine et moi, on s'est déjà quasiment fait mettre dehors du Café des Arts à l'UQAM parce qu'on riait trop. Ouais, ça dérangeait les gens qui essayaient de travailler pour vrai. Là. Mais je vous assure que dans quelques épisodes, vous allez bien aimer toutes les niaiseries qu'on se dit. En tout cas, on espère. On espère pas vous perdre. Parce que vous pouvez pas nous mettre dehors de notre propre podcast. Non, c'est ça. Désolé. Not happening. Bon. Commence ton histoire, là. OK, donc tu me laisses mettre un peu de crème dans ton café. S'il te plaît. Oh oh! Ah oui, justement, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Je m'en rappelle pas. C'était le truc au Bourbon, c'est ça? Oui, mais pas au Bourbon, pas au mais Bourbon, c'est le Brazil Brown Bourbon. Donc, à la presse française qui est juste là, ici, à côté. Oh, on peut faire du ASMR. Donc, c'est relaxant. Ah, c'est relaxant! J'aime ça! Donc, c'est ça qu'on boit. Donc, si vous aussi vous voulez boire du café avec nous, on vous y invite. Vous pouvez boire d'autres choses aussi, je vous juge même pas. C'est le confinement. Faites ce que vous avez besoin pour survivre. C'est vrai. Aujourd'hui, on va parler de la tragédie aérienne de Saut au cochon. Le vendredi 9 septembre 1949 à 10h25 du matin, un DC-3 de la Canadian Pacific Airlines quitte l'ancienne Lorette, un aéroport de Québec, dans un trajet suivant plus ou moins le fleuve Saint-Laurent.
Le vol 108 avait débuté ce matin-là à 9h à Montréal et devait terminer sa course à Sept-Îles, environ 300 miles de Québec. J'ai oublié de faire la conversion, vous m'en excuserez. 300 miles? Des miles? 500 km? Genre un petit peu moins que ce que le gars de The Cars, il marcherait... beaucoup moins, lui, c'était 500 miles. Ouais, oui, quand même. Ouais. L'avion était moins en forme. Moins en amour. Mon estimé, c'est 500 km. Fait que 500 km de quelle ville? J'ai perdu le fil. De Québec. Je perds le fil vraiment rapidement. On va être vraiment... De Québec. Québec-Montréal. Prends des notes, Catherine, là. Come on. À bord de l'avion, 19 passagers, dont 3 enfants en bas âge, ainsi qu'un équipage formé de 4 membres. Tout le monde était canadien, à l'exception de 3 hommes de New York, Monsieur E. Tapan Stanner. J'ai rien inventé, je vous le jure, mais ça sonne comme quand je tape trop fort sur mon clavier quand je suis pas de bonne humeur. Tatam! Faut pas rire les noms des gens. Ok, non. Monsieur Tapan Stanner, oui. Arthur D. Stork. Moins pire. Et Russell J. Parker. Ah, c'est correct, ça. Ouais, c'est correct. Ils étaient le président désigné et le vice-président de la Kenneth Copper Corporation. Dans le fond, ils jouaient au trou de cul à bord de l'avion. Ça passe le temps. La présence à bord des 3 hommes d'affaires influents enflamme d'abord les médias nord-américains qui couvrent le procès dans une atmosphère sensationnaliste. Il y avait pas de Kardashian dans ce temps-là. Wow, le procès, t'as pas dit qu'est-ce qui s'est passé, là? Non, c'est que l'avion s'est écrasé. Ah, bon, ok, c'est ça. Spoiler! C'est pour ça que c'est toi l'écrivaine, c'est pas moi! Okay, Spoiler alert, l'avion s'est écrasé! Quel procès? Qu'est-il arrivé à ces hommes? Il y a quelqu'un qui a triché au trou de cul. Aussi, il s'agit du premier attentat terroriste contre un appareil aérien en sol nord-américain. C'est nouveau pis tout le monde était bien énervé, c'était du jamais vu, les gens étaient comme WTF. Vraiment? Hey! C'est ça que j'allais dire, tabarnouche. Donc le vol des C3 avait un arrêt prévu à Bécomo. Plusieurs passagers devaient y descendre, dont Madame Joseph Alberguer, née Rita Morel, une jeune femme au foyer de 29 ans, originaire de Québec, qui devait récupérer 2 mallettes contenant des montres et des bagues qui avaient été laissées par son mari 3 semaines auparavant. Je vous rassure, ou je vous déçois, Madame Morel et son mari, c'était pas des pirates. Au contraire, le mari en question était plutôt un bijoutier de la ville de Québec qui avait oublié ses mallettes dans un hôtel de Bécomo. Sa généreuse épouse avait donc accepté d'aller les récupérer pour les ramener à Meuzon, à Québec. Mais là, des fois, le vol 108, il pouvait faire un arrêt à Forestville, un petit village de bûcherons situé entre Québec et Bécomo. 10 minutes après avoir quitté Québec, le pilote du DC-3, le capitaine Pierre Lorrain, un vétéran avec 7 ans d'expérience comme pilote sous la ceinture, fut avisé par un appel radio de l'ancienne Lorette qu'on pouvait laisser faire Forestville. C'est plate, Forestville. 10-4 répond le valeureux capitaine Lorrain. Ce furent ses dernières paroles. 10 minutes plus tard, à 10h45, l'avion qui volait dans un ciel clément fut littéralement déchiré par une explosion. Celle-ci fut si forte qu'elle fut entendue par des gens habitant Saut-au-Cochon, un petit village de pêcheurs situé au bord du fleuve Saint-Laurent. Les témoins rapportent avoir vu un immense nuage de fumée blanche s'échapper du côté gauche de l'appareil. L'avion fit ensuite un tour serré vers le nord et en quelques secondes, on perdit le contrôle et on s'écrasa directement dans une dense forêt de conifères au bord d'une falaise du nom de Cap Tourmente. Mais voyons donc. Elle portait bien son nom, cette falaise-là. Oui, c'est ça. À bord, tous les passagers furent instantanément tués au moment de l'impact. En termes de victimes, il s'agit du 3e pire accident de l'histoire de l'aviation canadienne. Un autre élément qui contribua à attirer l'attention sur cette tragédie. À l'époque, un journaliste du Montreal Star posait la question « Mais qu'est-ce qui a causé cette explosion? » Bonne question. Et, se répondant à lui-même, il déclare « Le seul homme qui pourrait nous répondre figure parmi les morts. » J'espère qu'il a écrit du policier après, ce monsieur-là. Ben oui, c'est ça, il y avait une autre carrière. Là. Hey! Mais non. L'homme qui pouvait répondre à cette question, il était pas mort, mais pas pantoute. L'homme qui pouvait répondre à cette question, il était en train de siper un espresso sur la terrasse du frein, direct à côté du château Frontenac. Ben capté dans sa chaise, il attendait l'explosion comme le monde se plante sur le pont Jacques-Cartier l'été pour admirer les feux d'artifice de la ronde, comme si des feux d'artifice, on n'avait jamais vu. Ok, j'ai un commentaire à faire. Je pense pas que les gens buvaient de l'espresso à cette époque-là. Oh. C'est en quelle année?
49. Enfin, 49. Non, dans mes recherches historiques, là, je pense que le monde buvait bien plus du café filtre et du café instant. Oh! Fait qu'ils buvaient un café instant sur la terrasse proche du château Frontenac. Ça me semble que ça va descendre le château Frontenac. D'une grosse coche, hein, quand même! Je bois mon café instant sur la terrasse du château Frontenac. OK, boomer! C'est une terrasse pour les riches, C'est ici, une terrasse monsieur, de on a riches. du café instantané! C'est une terrasse de riches, là. Nous autres, on a des filtres, OK? On a assez d'argent pour du papier. Pour une vraie cafetière, un percolateur! Comme ça, là. Hey, Ok. c'est mort! Ça meurt! Fait que, ce monsieur pas louche pour Saint-Saëns qui se fait pas des espressos parce que c'était pas le temps, c'est Joseph Albert Gay, un natif de Québec catholique et francophone. Gay est né le 22 septembre 1917 à la paroisse Saint-Sauveur, le plus jeune de 5 enfants d'un freineur de la Canadian National Railway qui fut tué dans un accident de train, tandis que Gay n'avait que 5 ans. What, un freineur? Là, Catherine, j'étais bien curieuse. Ouais. J'ai été me renseigner pour savoir c'est quoi un freineur. Ben, c'est ça ma question. À qui j'envoie mon CV, ça a donc l'air le fun. Puis, c'est tout simplement la personne qui est en charge d'appliquer les freins aux wagons de train. À l'époque, c'était un des emplois les plus dangereux en Amérique parce que le freineur devait marcher sur le toit des wagons pour appliquer les freins, mais aussi pour voir s'il y avait des problèmes de mécanique, s'assurer que les bagages ou la cargaison n'étaient pas en train de tomber, chasser les freeloaders, et faire attention aux batailles de toit de train entre James Bond et des espions russes. Ben voyons donc! C'est donc Je suis ben sûre que drôle! ça arrivait souvent. Ben ça se peut, oui. Oui, si je me fie aux films d'action, ça arrive tout le temps. Ben oui. Donc, comme vous en doutez, sûrement cet emploi-là, il existe plus. Fait que les gens qui est en train d'updater leur CV, arrêtez-moi ça tout de suite. Parce que maintenant, écoute, Il ne peut plus rien avoir de beau. non, moi, j'aurais aimé ça être téléphoniste puis juste plugger des fils. Moi aussi, j'aurais aimé Avoue, ça! J'aurais Mon fait mes Dieu. ongles à longueur de journée, puis j'aurais plugué des petits bouts dans des petits bouts. Oui! Tu parles avec plein de monde, en plus. Ben oui, Ben oui. hello, j'ai des nouvelles de tout le monde tout le temps. Mais c'est ça! Mais non, maintenant, avec l'apparition des freins à air comprimé qui peuvent être opérés depuis la cabine de contrôle, on n'a plus besoin de gens téméraires qui montent sur le toit des trains. Maudits robots qui volent nos jobs. C'est décourageant. Au Québec, surtout à cette époque, c'est la tradition de donner 2 noms de baptême à son enfant. Donc, son vrai nom, comme Herménégide, Gontran, Théodule ou whatever, et d'ajouter Oui. Joseph pour les garçons et Marie pour les filles. Oui. Comme moi, je suis baptisée, donc j'ai Marie dans mon nom. Toi, tu l'es pas, fait que tu vas brûler en enfer. Aussi. Donc, Je vais maintenant... te dire une autre anecdote niaiseuse. Ah oui, vas-y. Mon grand-père maternel s'appelait Joseph O'Neill. Parce que Joseph, puis tout le monde l'appelait Joe, mais dans le fond, c'était pas vraiment son nom, c'était juste comme son nom de baptême. Mais le O'Neill, c'est apparemment parce qu'il voulait peut-être l'appeler O'Neill, mais que c'était pas des anglophones. Oh! C'est ça, c'est la fin de l'anecdote. Go. Vous allez tout savoir sur nous à la fin du podcast. On a des anecdotes liées à tout ce qui se passe là-dedans, même Écoutez. si c'est historique, là, ouais. Maintenant, la majorité des gens lâchent le patronyme biblique pour juste garder leur prénom. Donc, je m'appelle Audrey et non Marie. Mais pas Monsieur Gay. Non. Joseph Albert Gay, lui, dans sa tête, il est plus important que tout le monde. C'est un spécial. C'est ça, c'est un spécial. C'est pas un bizarre, c'est un spécial. Non, il est spécial, il est extra. Il est extra. Fait il a gardé Joseph. C'est comme ton ami qui veut devenir un rapper puis qui insiste pour que tu l'appelles par son patronyme de rapper, ou le chum de ma cousine qui veut absolument que j'appelle Bra, même si c'est moi qui a de l'air épaisse quand je pognais pour dire ça. Donc, Joseph Albert Gay, il est pas chicks, il est petit, il est maigre, il est nerveux, puis il a un front sur lequel un avion aurait pu se poser. C'est ta faute, ça? Il ressemblait à Lurch dans La Famille Addams. Juste pour Oh te mon donner, Dieu! Non, ok. une idée, là. Oui. Mais en petit. C'est Oui. pas Lurch. Petit On fait Lurch. pas du body shaming, mais ça s'approche de Frankenstein, là. Ouais. Ok, d'accord. Il était un Lurch portatif. Oh! Fait que Gay, il aime les vêtements extravagants. Oui. Et il souhaite devenir un crooner et un conducteur d'orchestre. Hein? Donc, il est un triple threat. Pis il devient bijoutier, en plus. Hey! C'est vraiment funky comme vie en Amène 1959. ça le bling-bling, là, c'est... Yeah. Pour répondre à la question que tu m'as absolument pas posée, Catherine, Oui, quelle est-elle? Albert Gay, il avait aucun talent musical. Albert Gay avait-il un Whatsoever. talent musical? Non, il n'y a pas de talent musical. Ah. Il avait une voix bien normale, puis selon l'article du New Yorker qui a servi de source, il aimait siffler les chansons qui étaient number one au hit parade. Comme si ça avait suffi à le rendre célèbre. Il était pas mal savage, le journaliste du New Yorker.
Fait que dans le fond, Albert Gay, c'est vraiment ton ami qui est un aspiring rapper. Personne n'ose dire que... C'est Lil Albert Gay. On veut bien laisser une chance au coureur, mais à un moment donné, il faut lui dire qu'il est pourri. Il faut. Maintenant, avec TikTok, le talent, c'est plus nécessaire. Oh non, il serait devenu un TikToker. Oh, il serait clairement devenu un TikToker, là. Mm-hmm. Après la mort de son père, Albert Gay et sa famille déménagent à Limoilou, en banlieue de Québec. À Limoilou. Limoilou. Comme beaucoup de jeunes à l'époque, Albert, il était pas beaucoup éduqué, mais il était quand même intelligent et pas mal cocky. À 16 ans, il fréquente les salons de billard, où il se fait un peu d'argent de poche en vendant des montres et des bijoux. Tabarnouche, ok. Hey hey, bling bling! En 1941, il décroche un emploi à l'arsenal de Saint-Malo, dans la ville de Québec. Cet emploi lui a permis de skipper la guerre. Ben, c'est ça que j'allais dire, ok. Parfait, Oui. l'arsenal. Oui, c'est l'arsenal, parce qu'il fait des bombes, fait qu'il n'y a pas Oui. besoin d'aller les pitcher. Oui, c'est ça. Je les ai fait, attends, ouais, fais le reste de la job. C'est une bonne raison. Et, donc, il a pu skipper la guerre, mais pour arrondir ses fins de mois, Gay continue de vendre des bijoux, mais cette fois-ci aux employés de l'usine. Coudon, il y a une fixation sur Les bijoux. les bijoux. Ouais, ça, il tente de devenir joaillier, là. C'est Une vraie pile, là. Ouais. Ça brille. Puis là, grâce à ses manigances, il a pu s'acheter un char. Hey, hey! Tabarnouche. Hey! Méchant monsieur. Ben oui, mais ça. Là, ben, il y avait un char, fait que les employés madame de l'usine, ils le trouvaient pas mal beau, ce jeune homme célibataire. Ouais, j'avoue qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup d'hommes qui travaillaient les usines, donc Non, c'était beaucoup de madames pendant la guerre. Mais, écoute, ils ont découvert d'autres choses, hein. C'est comme Ladies Night. C'est le Ladies Night des usines. Oui! Yes! OK. Et le monsieur, il a un auto. Il ressemble à Frankenstein. Il ressemble à Frankenstein, mais c'est bon, il y a un char. Oh! Hello! Il y a plein de bajots. Tu sais, à l'époque, il y avait pas des magazines People pour savoir que John Hamm y existait, hein. Non, c'est ça. Non. Non. Ni tous les beaux acteurs de l'époque. Je sais pas c'est qui les beaux acteurs de l'époque. Genre, Humphrey Bogart. Oh my god. C'est un beau monsieur. C'est comme un beau monsieur. Un Albert Gay, le bachelor de Limoilou. Yes. Grâce à son char et ses bijoux qui sortaient de je sais pas où, parce que c'est vrai j'ai jamais trouvé d'où venaient tous ces bijoux qu'il vendait. Il a pu séduire une autre employée de l'usine, Rita Morel. Oh! Oh, oh, oh. La madame de tantôt. Oh oui! Rita Morel, pour l'époque, c'était toute une babe. Non seulement elle avait de beaux grands yeux bruns, l'article du New Yorker tient à stipuler qu'elle avait toutes ses dents. Ben, c'est bien. Hey, écoute, je peux même pas en dire autant. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est rendu normalisé, mettons, mais oui, pour l'époque, c'est quand même pas pire. À l'époque, tu mettais ça sur ton CV. Ben là, maintenant. Donc, le couple Morel-Gay se marie en août 1941 et ils emménagent ensemble dans un appartement de la basse ville de Québec. À l'époque, ce quartier-là, il a plutôt mauvaise réputation parce qu'il est habité par des gens plutôt pauvres qui sont jamais parvenus à se sortir de leurs conditions de vie franchement pas idéales. Donc, majoritairement des ouvriers et des chômeurs. Autre que la belle Rita, Albert Gay a fait la connaissance de Marguerite Ruet en travaillant à l'Arsenal. Oh non. Même si Gay était 9 ans plus jeune qu'elle, les deux sont rapidement devenus des bons amis. Oh my god, cougar. Cougar much. Ah non, mais attends, Ah non, mais attends, Marguerite, là, elle est pas mal le fun. Je pressens le triangle amoureux qui s'en vient. Là. Oh! Donc, si Gay avait pas un statut social particulièrement élevé, il est quand même une coupe d'échelon au-dessus de Marguerite, et celle-ci était touchée qu'un homme avec un certain standing, a.k.a. un char, lui accorde de l'attention. À plusieurs reprises, celle-ci s'est décrite comme étant une mère pour Gay. Ah! Ah! Oh, c'est bizarre, ça. Oh oui! J'aime pas ça. Hi. Pour les habitants de Québec qui les connaissaient tous les deux, celle-ci aurait même été plus que ça pour Gay, if you know what I mean, nudge nudge wink wink. Je suis bonne à faire des prédictions 2 secondes avant que les choses arrivent. Mais hey, Go. En réponse à ces rumeurs, Gay se serait tout simplement exclamé à un ami « Non, mais l'as-tu vu? » Ah! Tout un gentleman. Yes! Albert Gay. C'est un bro, hein? Hey, c'est un bro. Un vrai bro! C'est un bro avec son char pis son bling. Ouais. Check ma belle Chicks là-bas, elle a 9 ans de plus que moi. Pis toutes ses dents. Oh! Mais c'est pas elle qui a toutes ses dents, c'est Ah non, ça c'était Rita. Oh, yes. Il y a 2 chicks avec leurs dents. Yeah. Hey! C'est fun, cette usine-là! Marguerite, pour sa petite histoire, elle est née en 1908 à Saint-Octave, au sud-est du Québec. Ouh! Et là, Catherine, son père,
il était cuisinier dans un camp de bûcherons. Non! Oh oui! Comme ma grand-mère! Oui, tu veux-tu expliquer à nos auditeurs? Ben oui, là, je vais la raconter comme il faut l'histoire, ce que mes parents m'ont confirmé, là. Mais quand mes grands-parents paternels se sont mariés, fait que pas Joseph O'Neill, l'autre, mon grand-père puis ma grand-mère sont allés travailler dans un camp de bûcherons. Fait que là, mon grand-père était le bûcheron, puis ma grand-mère, elle épluchait des patates. Puis il paraît qu'elle pouvait éplucher une patate en 15 secondes. Sacrément. Chac, toi, là. Elle avait combien de doigts? Elle avait tous ses doigts, puis wow. probablement toutes ses dents. Écoute, c'était toute une madame. Fait que là, c'est ça qu'ils sont allés faire, les parents de madame Ruet. Juste son père, par juste son exemple. père, ok, wow. Mais ça a l'air d'être une job le fun. Mais faut dire aussi que les bûcherons, ils ressemblent tous à Oscar Isaac. Fait que... Ben, c'est pas mal ça, là, dans notre imaginaire collectif. Non, notre imaginaire collectif. Tu regardes les pays d'en haut, là, pis c'est pas mal ça le profil avec lequel ils sont allés. Il y a personne qui se casse de prix là-dedans. T'sais, moi, j'irais éplucher des patates, pis je serais comme, check ce que je fais avec mes mains, devine quoi d'autre que je fais avec mes mains. Ça se dit pas, ça, dans un camp de bûcherons, là. Je peux le dire avec mes yeux. Oh, ça, c'est bon. Pis mes mains. Les femmes avaient plus de décence que ça dans le temps. Voyons donc. Ah boy. J'aurais montré mes chevilles. Mais là, pour en revenir à Marguerite, elle est décrite comme une bonne vivante qui, déjà à 22 ans, passe 2 mois en prison après avoir vendu illégalement de l'alcool. C'est pas une bonne vivante, ça, c'est une criminelle. C'est une bonne vivante, elle fait de la contrebande d'alcool. Voyons donc. Avec Al Capone! Avec Al Capone! Il était de même. Oh mon Dieu. Mais j'ai pas fini ma description, oui, là. Excusez. Elle était également décrite pour être agréablement disposée envers les hommes. Et la rumeur veut qu'elle ait donné naissance à 14 enfants venant de pères différents. Fait qu'elle a couché avec 14 gars. Je sais pas si c'est un par père, là, mais... Ça se peut-tu pareil? Mais je pense qu'on peut pas vraiment se fier aux statistiques de l'époque parce que les seuls records que j'ai pu trouver, c'est qu'elle a eu 2 fils de 2 pères différents, ce qui est pas... ce qui est bien normal. Ce qui est un meilleur score que le président des États-Unis, on va se dire. Oui! Par ailleurs, après son arrestation pour sa participation à l'attentat contre la Pacific Airlines, Marguerite, elle a rien perdu de son enthousiasme habituel. Mm-hmm. Elle s'entendait à merveille avec les détectives en charge de son interrogatoire. Et la coquine... Oh, la police! Ah, t'es-tu prête? Elle est allée jusqu'à tirer l'oreille du chef de la police municipale pendant une de ses comparutions au Palais de justice de Québec. Tabarnak! Hey, de même, le twing-twing! Hey! Pendant une autre comparution, pendant qu'elle était escortée par un garde, elle a entamé une petite chanson d'amour en l'honneur du chef de police qui s'intitulait « Quand nous sommes tous les deux ». Ben voyons! Elle te croit autour de la tête, ça va? Mais ça. OK. Ouais. Marguerite, c'était pas responsable d'autant de morts. Vraiment, mais ça, ton ami, je pense qu'on a eu du fun. Je pense que ce serait bien entendu. Il y a une soirée karaoké. Bon, ouais. À creuser des matelots. À creuser des beaux policiers pis à tirer des lobes d'oreilles, là. Des matelots, des policiers pis des bûcherons. En tout cas, si Gay jure à corps et à cri qu'il y avait rien entre Marguerite et lui, c'est pas parce que Albert était un époux fidèle. No. Même s'il aimait se promener dans les rues du quartier en se plaignant au curé que le monde allait mal pis que les gens y avaient plus le sens des valeurs, ben Gay, il aurait peut-être dû s'écouter parler parce qu'il y avait une coupe de squelettes dans son placard, pas juste parce que c'était l'Halloween. En effet, Monsieur Gay y enfilait les maîtresses, et c'est par ailleurs l'une d'entre elles qui sera à l'origine de toute la débandade à suivre. À l'époque, puis je sens que j'apprends absolument rien à personne, le Québec, sous le règne de Maurice Duplessis, à qui on va probablement dédier un épisode éventuellement, parce que c'est un méchant tout croche. Il a une belle moustache. Ouais, c'est la seule belle affaire chez lui. Oui. Le Québec est encore contrôlé par la religion catholique. Ainsi, non seulement l'Église a son mot à dire sur la politique et l'économie, elle a aussi son mot à dire sur ce que vous faites dans vos chambres, ma gang de vous autres. Pour tous ceux et celles qui ont regardé les Tudors, vous le savez, l'Église catholique puis le divorce, là, ça va pas ensemble. Fait que si Gay désire se séparer de Rita, le divorce, c'est pas vraiment une option. Autre fait intéressant à savoir à propos du divorce à l'époque, c'est que non seulement ça coûtait cher,
mais aussi un seul motif était vu comme valable. Mhm. Et le motif, c'était l'adultère. L'adultère, ben oui! Et t'as fait tes devoirs. Ton devoir conjugal. Ça fait partie de mes recherches historiques. Les motifs de divorce des années 40. Oui. Elle épluche pas ses patates assez vite. Maintenant, vous vous dites sans doute, ben, il était seté, notre monsieur gay, il était adultère anti-pépère, ce monsieur-là. Ah, c'est ça? Mais non. Il est juste divorcé si vous soupçonniez votre douce moitié de commettre un adultère. Puis pas sortir dans un bar, vous pogner un beau marin, un bûcheron ben cote pis demander le divorce, là. Monsieur Gay, il était pogné, parce que Rita, elle était décrite comme étant d'une fidélité désarmante. Ben oui, mais là, tu le dis à ta femme, puis là, tu demandes à ta femme de demander le divorce. T'as pas besoin de tuer plein de monde, Hey. dit Monsieur Gay. Ouais, oui, mais là, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi ça, une fidélité désarmante? Comment Oui. qu'on prouve ça? Est-ce que Albert Gay, il a essayé de tenter sa femme en envoyant une couple de marins sexy la tourmenter? Ah, ça se peut. Genre, bonjour madame, oh non, j'ai échappé ma petite montre à gousset. On est Je vais me pencher pour la ramasser. Plier, déplier. Avec des pantalons. Des Je sais pas pantalons. ce qu'ils portaient dans la marine dans ce temps-là. Ils portaient probablement pas ça. Probablement pas des skinny non plus. Non. Hey, en tout cas, mais là, je pense qu'on s'écarte pis qu'on pense encore à Oscar Isaac. Ah, un petit peu. Oscar, si tu nous écoutes. On te salue. Vers la fin de la guerre, Gay avait amassé assez d'argent pour quitter son emploi à l'Arsenal et devenir bijoutier à temps plein. Mon Dieu, le rêve. Il en profite alors pour déménager à Sept-Îles avec Rita et leur fille, Lise, née en 1945. Mais là, je peux pas croire qu'il y a un plus gros marché de bijoux à Sept-Îles qu'à Québec. Là. Je suis pas sûre que c'est une bonne stratégie, mais... Peut-être que le marché de Québec était saturé. Ah! Il y a quand même plus de choses qui se passent à Québec. Bijoutier machiniste. Des bijoutiers machinistes! Ah non! Ah, c'est quoi déjà? Ah oui, guitare couture! Dans le film. Qui est une vieille révérence. La maison familiale va servir de base à ses opérations. Gay, de la maison, il vend des bijoux, mais il va aussi voyager pour en vendre. Donc, il va voyager pour vendre des bagues de fiançailles, des montres et des crucifixes dans les villes environnantes. J'imagine qu'il y avait trop de vampires. Donc, beaucoup d'exorcistes à faire. Beaucoup d'exorcistes. En vendant des montres, il va faire la rencontre d'un autre personnage pas mal shady dans notre histoire. Le frère de Marguerite Ruet. Ben voyons donc! Ben oui, Généreux Ruet. Oh C'est un bon nom! Oh, lui! Généreux Ruet! Mais toi, t'es dans tout. Là, il est rendu à Sept-Îles, puis il rencontre le frère de l'autre madame qui venait de Québec. Ouais, mais à Lisa, il était une cahoot, là. Ah, il était une cahoot! Ah! Parce que, je vais elle est encore dans le portrait, là, madame. Ah oui, elle est encore là, La elle pique dans... tireuse de l'aube d'oreille. Elle pique dans la fenêtre une fois de temps en temps en faisant houlou! Houlou! Donc, Généreux Ruet, ça va être l'artisan qui va confectionner la bombe destinée à faire sauter le DC-3 en route pour Bécomo. Généreux, c'est le frère aîné de Marguerite. C'est un célibataire endurci. À cause de la tuberculose, il avait besoin de béquilles pour se déplacer. Ah! Vaccinez vos enfants, people. Mon Dieu, oui. S'il avait perdu l'usage de ses membres inférieurs, il possédait cependant des bras puissants et des doigts agiles. La tuberculose ou la polio? La tuberculose? C'est la tuberculose. Des Irlandais, là, la maladie des patates? C'est vraiment raciste ce que je viens de dire. On va monter ça! On coupe au montage! Oui, c'est ça! Ok, oui, comme ça. Il y avait des bras puissants puis des doigts agiles. Oui. Ce qui faisait de Généreux un horloger doté d'un immense talent. D'un généreux talent! Un généreux talent! Ok. Mais Généreux, c'était un homme qui, comme les gens dans la toune des Rois du Monde, il se foutait pas mal de la morale. Non, pas pour vrai! Oh, on raconte que vrai, pendant qu'il était hospitalisé chez les Bonnes Sœurs, Généreux réussissait à recevoir régulièrement la visite d'une dame de la nuit. Parce que celui-ci avait convaincu les sœurs que sa visiteuse nocturne, ben, c'était sa femme. Ah, ben j'aurais préféré qu'il convainque les sœurs de... de commettre des actes répréhensibles! Oh! Ah! Autre que Généreux Ruet, c'est en s'arrêtant dans un café qu'Albert Gay va faire la connaissance de Marie-Ange Robitaille, une jolie serveuse de 17 ans. Pourquoi il y a bien du monde dans ce soir? Il y a du monde. Mais de 17 ans? Ah, elle avait 17 ans. Mais là, lui, il est rendu vieux, là. Ah oui, pour l'époque, il était rendu un boomer. Ah. Comme... Oh, l'article il de a passé le cap de la moitié de vie. Ah oui! Ah, d'accord. Ça achevait, là. Ah. Elle le sait qu'elle est trop jeune pour lui, la belle Marie-Ange, donc elle lui ment, et elle lui dit qu'elle a 19 ans.
Ben, c'est aussi pire, là, mais oui. Ouais. Qui se ressemble s'assemble, Oui. et Gay va mentir à son tour aux parents de Marie-Ange en leur jurant qu'il est un jeune célibataire du nom de Roger Anger. Ben voyons, ils sont bien mauvais pour généreux Ruet, c'est son vrai nom, là, mais... Attends, Roger Anger, en fait, c'était le nom d'un chanteur populaire à l'époque. Oh mon Dieu, c'est un vrai nom! Oui, mais tabarnouche, garochez-vous pas sur Spotify. J'ai fait des recherches, puis j'ai absolument rien trouvé. Il était peut-être pas tant number one au hit parade. C'est tombé dommage. En 1948, pour se rapprocher de sa nouvelle maîtresse, Gay déménage à nouveau sa famille sur la rue Saint-Sauveur, toujours dans la basse ville de Québec, où il loue le premier étage d'une maison à appartement pour vivre, mais aussi pour vendre ses bijoux. Ben oui, toujours. Et il y a de la suite dans les idées. Oui, oui. Les choses vont plutôt bien pour notre Albert, qui va même arriver à se payer des spots publicitaires à la radio. On n'arrête pas le progrès. Malheureusement, après avoir remis un chèque sans fond à la station, le DJ se venge en déclarant que si tu veux une montre brisée, Albert Gay, il est là pour toi. Mon Dieu, rancunier en tabarnouche. Hey, mais maintenant, on voit les origines de la radio à Québec. Hein? Oui! Mais, hein? Il était déjà savage en 1940. Des fois de paiement, on va te salir en ondes, c'est fini. On va te donner la fessée devant nos auditoristes. OK. Donc, en novembre 1948, les choses vont commencer à vraiment mal aller pour Albert Gay. Mm-hmm. Après avoir entendu des rumeurs comme quoi son bon à rien de mari entretenait une relation avec une serveuse mineure, Rita se rend chez les Robitaille afin de leur révéler que le suave Roger Anger n'était pas celui qu'elle croyait. Non. Et définitivement pas un bon match pour leur fille. Et définitivement très vieux. Et très vieux et bon à rien. Bon à rien. Humiliés, les Robitaille mettent leur fille à la porte. Et celle-ci ira vivre avec Marguerite Ruet. Oh mon Dieu, c'est un mauvais turn of events. C'était pas la bonne réaction à avoir. Non. Là, ça s'enligne pour un roman d'Émile Zola. Oui, c'est ça. Avant de déménager sur la rue Saint-Vallier, plus tard avec Albert Gay. C'est pas la même rue Saint-Vallier. Non, pas un 3 heures de distance. Fait intéressant, sur la rue Saint-Vallier, dans la basse ville de Québec, autrefois, elle était considérée comme le red light de la ville. Oh! Mais elle a été... Je savais pas ça. On apprend des choses, un peu de crime, là. Vous allez être prêts à passer vos examens tantôt, là. Maintenant, on connaît des affaires sur le café, le divorce, le red light. OK, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Yeah, c'est ça. Mais malheureusement, ça a été fermé par la police de la moralité. Oh, non, pas la police de la moralité! La police de la moralité! Ben voyons donc! Mon sujet de conversation préféré. C'est pas la même police de la moralité qu'à Montréal. Non, je pense pas. Non. Mais en tout cas, c'est pour protéger l'intégrité des soldats en permission pendant la guerre. Oui. Tu peux utiliser tout le monde, mais garde tes pétalons, mon petit maudit. Oui. Sais-tu c'est pourquoi, ça? Non? Ben, ça, c'est à cause des maladies vénériennes. Il y avait trop de maladies qui se répandaient et qui se partageaient dans le red light. Puis c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils voulaient comme faire fermer ça, parce que vous avez de la mauvaise publicité, mais aussi c'était comme pas bon pour l'hygiène de la ville. Mais là, les choses se sont vite gâtées pour Marie-Ange et Albert à cause du comportement jaloux et possessif de monsieur. Wow, je comprends pas. Marie-Ange est encore avec? Oui, après ça te fait te mettre dehors? Oh my. Ah oui. Il y a du bling. Il y a du bling. Comme toute bonne personne qui trompe son significant other, il l'accuse sans cesse d'avoir des amants et lui interdit de sortir de l'appartement et exige de la chaperonner lors de ses rares sorties. Inquiets pour leur fille, les Robitaille vont revenir sur leur décision et tentent de communiquer avec Marie-Ange qu'ils aimeraient qu'elle revienne à la maison. Reviens! Inquiète de la réaction d'Albert, s'il devait être au courant des tentatives de contact de ses parents, Marie-Ange va prétendre qu'elle habite à Montréal. Cependant, en 1949, elle décide qu'elle en a assez et qu'elle veut retourner chez eux. Elle emprunte 50$! Mon Dieu! C'est beaucoup dans ce temps-là. Oui. Au propriétaire du restaurant où elle travaille comme serveuse pour se payer un billet pour un train de nuit afin qu'elle puisse filer en douce pendant qu'Albert dort. Tandis que le train se prépare à quitter, Marie-Ange se rend à la salle de bain des dames dans le wagon de repos du train. Là, on cogne à la porte et gasp! Ben voyons. Elle ouvre la porte et qui est là? Mais notre Albert. Ben voyons donc! Ben oui, maudit tout croche, qui lui ordonne de descendre du train, sans quoi il va faire une scène épouvantable. Une fois revenu... C'est bien horrible. Okay. Hey, c'est
Il y a un peu de violence conjugale dans ce cas, je vais vous avertir, ça va pas aller en s'améliorant. Non, mon Dieu. Non, désolé. OK, je suis prête. Une fois revenu à l'appartement, il jette les mitaines de Marie-Ange dans le four à bois. Si tu me fais ça, je te pète une crise, mes mitaines sont belles, s'il vous plaît. C'est bien pas fin. Il jette les mitaines de Marie-Ange dans le four à bois et il va se servir de son manteau comme couverture afin qu'elle ne puisse pas essayer de se sauver, encore une fois, par une nuit d'hiver québécois. On les connaît, nos hivers québécois, ça te prend un manteau pour aller dehors. Mon Dieu, que j'espère qu'il va finir en prison, lui, là. Oh, Gâche-nous pas le punch. oh, t'as raison. Le lendemain matin, afin de s'assurer qu'elle puisse toujours pas sortir, il va la mordre au visage à de nombreuses reprises et se faire rembourser le billet de train pas utilisé en se rendant à sa bijouterie. Ben voyons donc! Ah, c'est... La mordre au visage! Ah, tu oui. Hannibal Lecter? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, l'histoire dit pas s'il y avait aussi un petit verre de Chianti avec ça. Donc, parce qu'il croit Rita directement responsable de ses déboires, c'est vraiment pas de sa faute à lui. Ben voyons donc, elle a... Ben oui, hein? OK, ouais. Gay va demander à une connaissance, le dénommé Monsieur Lucien Corot. Bonjour, Monsieur Corot. C'est qui, ça? C'est Lucien Corot. On n'a jamais parlé de lui avant. Oh non, mais c'est un petit personnage qui va juste arriver puis partir. Ah, OK, cool. Il va lui demander d'empoisonner Rita pour lui. Okay. Donc, une demande très très normale entre amis, hein. Tu sais, c'est là que tu reconnais tes vrais chums, tu sais. Catherine, peux-tu empoisonner? Avec plaisir. Non. Non. Que de répondre le Monsieur Corot. Donc, le plan, c'était de mettre du poison dans le sherry de Rita. Le drink préféré de Rita. Le sherry. Le sherry. Le sherry. Le sherry. Oh my God. Hey chérie, lâche mon sherry. Ça fait années 40 aussi. On dirait une chanson de jazz. Sherry, lâche mon sherry. C'est peut-être une tonne qu'Albagué, il voulait il enregistrer sifflait, là. Uh-huh. Pour être number one oui, au quand hit il parade. sifflait des chansons. Pour être number one au hit parade. Hey, y a pas d'allure. Mais pas trop vite, là, parce que ça vient prévu. Mais oui, Lucien Corot va dire non, absolument pas, non, what the fuck. Oui, bien sûr. Mais on donnera pas son étoile trop vite à Monsieur Corot, parce que son étoile pour bon comportement, parce que pour une raison quelconque, il a dit non à Albert, mais il a pas trouvé que c'était une bonne idée d'aller le dire à la police. Fait que... en même temps, la police, hein. Ouais, la police, faut remplir des papiers, là, pis j'ai mon tennis elbow, là, c'est pas mal. Puis des fois, il t'écoute pas, pis ouais, là, il mange des beignes, pas au sérieux, comme... pis je sais pas s'il mangeait déjà des beignes, mais probablement, fait que... OK, ouais. Fait que, partial credit, monsieur, partial credit. Il était peut-être bien occupé. Il était occupé, là, il est sorti de l'esprit, pis ouais, après ça, il écoutait ses téléromans, pis ses radioromans. Il écoutait Unité 9. District 31 à radio. À radio. J'ai complètement oublié d'aller avertir la police. J'ai été emporté dans l'intrigue. Donc, déçu que son plan de génie a échoué, Gay va tourner son attention vers un événement qui a fait le tour des médias au mois de mai 49. Près de Manille, un avion de la Philippine Airlines explose en plein air avant d'aller s'échouer dans l'océan, tuant sur le coup les 13 personnes qui se trouvaient à bord. En plein vol? Pas en plein air, c'est sûr que l'avion est c'est sûr que l'avion est en plein air, c'est un avion! C'est un avion, il est pas en dessous de l'eau! Ben, il s'est ramassé en dessous de l'eau après, mettons. Il était, c'est ça, sur le sol, sur le dos, comme dans le Il était en plein air et en plein vol. Il a explosé. Puis il s'est ramassé sur le dos. Ah, il s'est ramassé sur le dos, Bing dans bang l'eau. boom. Bon. C'est ça. Une rumeur rapportée par la presse voulait que l'admirateur d'une belle dame dont le mari se trouvait à bord de l'avion aurait payé des anciens prisonniers pour dissimuler une bombe à retardement dans l'engin. Voyons donc. Il est fort probable que la tragédie ait retenu l'attention de Gay, puisque le mois suivant, celui-ci a pris un avion traversant le Saint-Laurent, montre en main, afin de noter à quel moment il survolait l'eau et la terre. Sa conclusion était que si l'avion explosait en plein air, il serait beaucoup plus facile pour les enquêteurs de déterminer l'origine de l'explosion si l'avion s'échouait dans l'eau plutôt que sur la terre, parce que en 1949, on n'avait pas vraiment les moyens d'aller chercher ton stock au fond de l'eau. Ah, les sauveteurs, là? Ouais. Ah, oui, ok. Et les hommes grenouilles. Les gens sont créatifs, pareil. Hein. Ah oui, écoute. Même qu'il y a des façons plus simples de divorcer que ça, là. Tu sais, quand... J'essaie de penser. Tu sais, avant Netflix, là, les gens utilisaient un petit peu plus leur cerveau. Les journaux, pis t'es comme, ah, ça me parle! Hey! Je vais essayer ça, juste pour le fun. La presse. Mais là, après son fameux voyage pas louche pour Saint-Saëns, Rita, elle en avait plein son casse de son mari. Donc, au début du mois de juin 1949, elle a pris ses clics pis ses claques pis elle est retournée vivre avec sa mère, Madame Wilfred Morel. Rita. Bravo, Rita, you go girl. À peu près dans les mêmes eaux, Marie-Ange était enfin parvenue à s'échapper d'Albert en retournant vivre chez ses parents et en se trouvant un nouvel emploi dans un restaurant de la basse ville. Oh, bravo!
Bravo, mesdames! Incapable d'accepter que les femmes qui l'entourent soient dotées d'agentivité et n'existent pas juste pour ses beaux yeux. C'est une bonne façon d'expliquer ça. Et Albert va tenter de récupérer Marie-Ange. Un soir, tandis que Marie-Ange marche en direction de son nouvel emploi, Gay l'accoste et la menace avec un pistolet. Il lui dit que si elle refuse de le suivre, il va se tirer une balle dans la tête après l'avoir tirée, elle. Mais oui, non. C'est un tout croche. C'est un peu toxique, là, c'est ça. C'est pas une belle relation. Edward dans Twilight, là, de grosses manipulations. Marie-Ange, elle dit de la laisser tranquille parce qu'elle veut pas être en retard à sa job. Ben, elle fait bien, mon Dieu. Hey. C'est une femme moderne. Oui. Une engueulade s'ensuit, qui aura pour effet d'attirer l'attention d'un policier. Un policier! Un policier! Un policier fait C'est quoi de la moralité? C'est quoi de moralité? Effrayé, Albert s'enfuit et Marie-Ange se rend au travail escortée par le dit policier. Ben voyons, il est bien gentil. Ben oui, c'est un gentleman. Un gentleman policier. Un gentleman policier. Un officer. C'est la nouvelle série à Radio-Canada. Un gentleman policier avec Roy Dupuis. Oh, j'allais dire Eric Bruno. C'est correct. De différentes générations. Oh, c'est son bon partner. C'est bon, les deux dans la formation. Un gentleman policier junior. Donc, celui-ci va demeurer dans les parages parce qu'il est pas mal convaincu que Gay, il va tenter une autre approche. Bingo! Celui-ci revient plus tard dans la soirée et est aussitôt arrêté pour tentative de meurtre. En prison, Gay va téléphoner à Marguerite pour avoir de l'aide et celle-ci va réussir à lui trouver un avocat. La charge pour tentative de meurtre est abandonnée et remplacée pour simple possession illégale d'une arme à feu. Après avoir réglé l'amende de 25 $, Gay est sorti de prison, a passé le go et a pas réclamé 20 $. C'est un bon avocat, ça, pareil. Malheureusement, c'est toujours pas la fin pour Marie-Ange et Albert. Personnellement, je la juge pas, je sais que c'est difficile de quitter un conjoint violent et j'ose même pas imaginer la situation dans laquelle Marie-Ange se trouvait. Elle a brisé un mariage dans une société hyper catholique, elle est très jeune, elle a pas d'éducation. On va faire preuve d'indulgence les uns envers les autres. Donc, 2 jours après sa sortie de prison, Gay va téléphoner à Marie-Ange et lui intime de le rencontrer dans un café le soir même. Beaucoup trop gentille, Marie-Ange, elle accepte. Une fois réunis, Gay lui déclare qu'il est impératif qu'elle se sauve avec lui à cette île parce que Rita compte ruiner sa réputation en le faisant arrêter pour adultère. Après un voyage rapide à Montréal pour gâter Marie-Ange et le convaincre de sa bonne foi, Gay et sa maîtresse vont prendre un avion pour cette île, et si Marie-Ange n'avait pas été violemment malade tout le long, elle se serait peut-être rendue compte de l'attention particulière que Gay portait au paysage et à sa montre. Et à sa montre, c'est ça! Hey. Une fois arrivée à cette île, les choses s'enveniment pour le couple et au mois de juillet, Marie-Ange prend la décision de quitter Gay une fois pour toutes et de rentrer à Québec. Après avoir bouclé ses bagages, Gay lui remet une note sur laquelle on peut lire « Je t'aime terriblement et nous serons réunis bientôt. » Appelle la police. Un post-scriptum au bas de la lettre lui indique « Brûle la note après l'avoir lue. » Elle l'a jamais fait. Alors, à ce point de notre histoire, Gay est convaincu que la seule manière pour lui d'être heureux aux côtés de Marie-Ange, c'est en faisant d'elle son épouse. Mais voilà, c'est pas aussi simple comme je vous l'ai expliqué tantôt, parce que Rita, elle refuse le divorce, et lui-même, il peut pas le demander à Rita. Comme on l'a dit, parce que elle a rien à se reprocher. Donc, l'oignon mariné sur le top du sundae, tout le monde était ben catholique. Si le plan qu'avait fomenté Gay d'empoisonner Rita avait été une sorte de folie passagère, il pense maintenant de plus en plus sérieusement à se débarrasser d'elle. Il y a cependant un petit hic à son plan, ses infidélités, pas mal tout le monde est au courant. Si sa femme venait à mourir, il y aurait de l'air coupable aux yeux de tout le monde. Oui. Donc, il y avait besoin de complices. Ces complices, vous allez le deviner, c'était Marguerite et Généreux. Généreux Ruet. Et oui, il était généreux de son temps. Ah, oui. Même si on sait que Marguerite, elle aimait bien Marie-Ange, on ignore encore aujourd'hui pourquoi elle-même et Généreux y ont accepté d'aider Albert Gay. Après tout, celui qui avait le plus à gagner dans cette histoire, c'est Albert. Généreux et Marguerite n'avaient que très peu à gagner, puisque Gay leur promettait une petite somme d'argent pour leur trouble. C'est ça que j'allais dire, parce que moi, je pensais au début que Marguerite Ruet, elle allait demeurer sa maîtresse, et que c'est pour ça qu'elle était impliquée là-dedans, mais non, elle a même pas rapport. Non, ça aussi, ça a jamais été clair. Elle aime la vie de crime. Elle aime la vie de crime! Yes! Pendant le procès pour meurtre de Généreux et Marguerite, la prosécution n'a jamais tenté d'établir un motif derrière leurs actions.
on peut supposer que le duo était contrôlé par Gay, qui était charmant et rusé, ou qui était tellement amoureux qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'un motif pour commettre des crimes. Mais ce qu'on sait, c'est que Marguerite devait 600 $ à Gay, une dette qu'il avait promis qu'il allait oublier si elle l'aidait. Oh, c'est beaucoup, 600 $. À cette époque-là. C'est aussi pas improbable que Marguerite voulait faire du chantage à Gay à la suite du meurtre en le menaçant de dire à Marie-Ange que c'est de sa faute si Rita est morte dans l'accident d'avion. Et Généreux, de son côté, avait des difficultés financières après qu'une femme de son entourage soit tombée enceinte et qu'elle lui faisait du chantage. Oh, le généreux à béquille! Oh, il était généreux! Dans tous les sens. Oh oui! Donc, Gay aurait offert à Généreux de payer les 300 $ que cette femme lui réclamait et de lui offrir 50% de rabais sur une bague de 12 piastres que Généreux ziotait pour une autre femme avec qui il était bien friendly. Coudon, ils ont donc bien de partenaires, tous ces gens-là. Écoute, il aurait aussi offert une nouvelle voiture à Généreux. OK. Et une autre chose, Généreux, il avait déjà demandé à Rita si elle voulait l'accompagner au restaurant. Et Rita, il a dit « Sir, no sir, bye-bye ». Parce qu'elle était d'une fidélité irréprochable. Et elle l'a envoyé jouer dans le trafic. OK. Fait que là, à cause de ça, il veut la tuer. Parce que lui aussi, comme notre cher Albert Gay, il était pas capable d'accepter qu'une de madame lui dise « Non! » Mais non, mais comme le jockey de radio, tantôt qui a insulté Albert Gay en ondes parce qu'il payait pas ses billes, là. Les gens sont rancuniers en J'espère que ce jockey, il pensait pas prendre l'avion. Donc, Albert, Marguerite et Généreux, le trio de l'enfer, ont commencé à échafauder leur plan. Donc, Marguerite est en charge de se procurer de la dynamite. À l'époque, au Canada, la dynamite est en vente libre, mais il faut signer... Mais oui, non! Qui veut de la dynamite? Yeah! Wow! Il faut signer un registre, par contre, au moment de l'achat. Ben là, donc, Marguerite achète 20 bâtons de dynamite et signe le registre avec un nom fictif. Ben, c'est ça. En la disant, moindre des choses. Hey, écoute, okay. on s'améliore un peu quand même. Elle convainc le commis du magasin que l'achat est destiné à une dame de Rivière-au-Pin qui voulait faire exploser des souches d'arbres. Mais oui, non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette excuse-là? Je sais pas, chacun ses hobbies. OK. Je la juge pas, c'est correct. 12 bâtons de dynamite pour faire exploser des souches d'arbres. Hey, check le feu d'artifice. C'est ça. Elle va tout remettre à Gay, qui lui transmet à Généreux, qui s'était porté volontaire pour assembler un mécanisme de détonation à retardement direct dans son atelier d'horloger. Mais d'où c'est qui tient ces connaissances-là? Je comprends pas! Ben, c'est ça, en fait. Il était un horloger d'expérience, mais il n'y a pas vraiment d'expérience avec la dynamite. Donc, dans un élan de naïveté, il a demandé conseil à un de ses clients, qui était un ancien minier. Ben voyons donc! Donc, pour couvrir ses arrières, Généreux, il a dit que la dynamite, c'était pour tuer des poissons dans un lac. C'était pour faire exploser des souches. Et des poissons s'il en reste. Parce que, sais-tu, moi, il y avait pas le temps de niaiser avec une canne à pêche. Non, c'est POW! C'est sûr qu'il y a un truc comme ça dans les Simpsons. Il me semble que ça n'a pas de sens comme scénario, là. Avoue que ça sonne comme quelque chose de très cartoon. Oui, c'est très cartoon. Mais le client dit à Généreux que non, c'est pas une bonne idée de jouer avec de la dynamite. Puis de poser des mécanismes d'horloge dessus. Encore moins. Et de plutôt utiliser de la chaux pour tuer les poissons. Mais une canne à pêche, un filet, oui, non, peut-être, je sais pas, je dis ça de même. Donc, laissés à eux-mêmes, Généreux et Albert ont commencé à travailler avec succès sur leur mécanisme de détonation. Mais là, entre-temps, Marguerite, elle a eu une autre idée, que si elle avait été retenue par nos comparses, elle aurait sauvé 22 vies. Ingénieuse, Marguerite propose de faire appel à un chauffeur de taxi avec qui elle était bien friendly et le convaincre d'emmener Rita et Albert à bord de son taxi pour une petite balade en campagne. La bombe à retardement, elle aurait été dissimulée dans le coffre de la voiture. Et à un certain point, le chauffeur aurait fait à semblant qu'il y a un petit problème de mécanique. Et lui et Albert seraient partis ensemble chercher de l'aide, en demandant à Rita de demeurer proche de la voiture pour s'assurer que personne n'essaye de la voler. 5 minutes après le départ d'Albert et du chauffeur, boum! La bombe aurait explosé. Si Généreux et Albert, ils étaient bien down avec ce nouveau plan-là, le chauffeur de taxi, lui, il tentait pas trop de faire côté son taxi. C'est ça, j'allais dire. C'est assez dangereux. C'est comme, c'est quoi ma job après, tu sais? Donc, pendant il y aurait plus de taxi. Il y a plus de taxi. J'avais même pas pensé à ça. Embarque sur mon skateboard.
Dans ma calèche. Dans ma calèche! Pendant un petit souper dans son appartement où est-ce que Marguerite a essayé de convaincre le chauffeur de participer au plan, il est parti de l'appartement en lui disant que c'était pas une bonne idée. Mais là, Marguerite s'est rendue compte qu'elle a été peut-être un petit peu trop... qu'elle a donné un petit peu trop d'informations à quelqu'un. Ouais, comme un généreux qui parle de faire exploser des poissons, là. C'est un peu compromettant, ça aussi. Fait que, elle est allée chez le monsieur, puis elle a fait le fameux reverse Uno. Mais non, c'était juste une joke! C'était juste une joke! Ben il a non! tiré le lobe d'oreille, puis elle a dit, C'était juste une joke. C'était juste une joke, j'ai compris. Ah oui, fait que même dans le temps, il avait déjà trouvé le truc, quand tu dis des cochonneries pis tes amis sont fâchés après toi, tu peux dire que c'est juste une joke! C'est juste une joke! Ah, d'accord. Eh non! Compris. En fait, Marguerite, elle a dit que c'était une bombe symbolique. Donc, c'était un enfant illégitime qui voulait faire disparaître en l'envoyant dans une autre ville. Une métaphore. C'est une métaphore avec des yeux. C'est pas une vraie bombe, c'est une métaphore. Une bombe métaphorique. Après l'échec du plan, Albert est convaincu que l'avion, c'est la solution pour le crime parfait. Oui. Le seul hic. Ben oui, encore. Comment convaincre Rita de prendre l'avion, pis seule à part de ça? Ouais, c'est ça. Tu sais, les femmes dans ce temps-là, pas vraiment. Non. Gay, il s'est rappelé que pendant un voyage à Bécomo, il avait oublié 2 mallettes pleines de bijoux dans un hôtel. Ben oui, comment tu fais ça? Comment il a fait son compte? Il y pas... avait combien de mallettes pour en oublier 2 dans un hôtel? Il y a 45 mallettes ici, je vais le compter. Si, il y a 45 mallettes au plafond. Donc, il décide de demander à Rita d'aller récupérer les mallettes à sa place. Oui. Mais Rita, elle aimait pas ça, prendre l'avion toute seule, pis... Quand est-ce qu'ils sont revenus ensemble dans cette histoire-là? Elle est allée vivre chez sa mère. Ouais, ils se sont rabibochés, là. Oh, c'est romantique, hein, l'amour? Mais oui, l'amour, c'est romantique. L'amour, c'est la romance. Oh. Oui. Gay, pour essayer de couvrir un petit peu ses traces, il a essayé d'être particulièrement doux et attentionné à l'endroit de Marguerite. Ils ont même fait un petit voyage romantique à cette île. Ah, ça, c'est cute. Hey. Donc... Mais ça, il tentait pas de récupérer ses mallettes quand il était à cette île. Mon Dieu, qui est tweet. Ouais, mais cette île, c'est pas Bécomo. Oh, excuse-moi, c'est à Bécomo. Je pensais que c'était à cette île qu'il fallait qu'elle aille chercher les mallettes. Ok, pardon. Fait que là, Rita, là, elle a accepté la mission, parce qu'elle était bien fine. Oh, elle était trop fine. Ah oui. Donc, l'après-midi du mardi 6 septembre 1949, non. Gay se rend au comptoir de la Canadian Pacific Airlines au Château Frontenac pour réserver un siège à son épouse au bord du vol 10-20 en direction de Bécomo le 9 septembre au matin. 10-4. Pour éviter les soupçons, parce qu'il était quand même smart, ouais. Il a acheté un billet aller-retour. Il a pensé. Par contre, il s'est dépêché. Ça aurait été une erreur niaiseuse, effectivement. Mais, il s'est dépêché d'investir un gros 50 cents dans une assurance vie de 10 000 $ pour sa femme, en se nommant seul bénéficiaire. Quoi? C'est quoi ces montants-là? OK, 50 cents, puis on donne 10 000 $. Oui. Hey, écoute, OK. J'embarque, j'en veux une. J'en veux 2. M'a donné une grosse pièce. 50 sous. Mais là, le coût de la vie, c'est le coût de la vie. Mais quand il restait chez sa belle-mère, donc la mère de Rita, Albert, il avait l'habitude bien particulière d'accrocher ses pétalons en arrière de la porte de la salle de bain principale. Pourquoi? Je te jure que je m'en vais avec ça. Je te jure que je m'en vais avec ça. Puis en plus, moi aussi, je fais ça. Mais moi, c'est ma brassière, puis je fais ça chez nous, ma mère m'a élevée. En plus de laisser traîner ses pétalons, Albert, je vous laisse deviner qu'il se levait pas de bonne heure, hein. Fait que, le matin du 9 septembre, le beau-frère de Madame Gay a été pas mal surpris quand il s'est levé pour aller travailler à 7 heures du matin, pis qu'il a pas vu les pantalons d'Albert en train de chiller en arrière de la porte de la salle de bain. Pas mal sauce. En effet, les pantalons d'Albert pis Albert, ils étaient déjà chez Généreux. Ben voyons donc. Pour ramasser la bombe bien emballée dans une boîte de carton marquée « Fragile », adressée à un non-existant Albert Plouffe, de la part d'un tout aussi non-existant Delphis Bouchard, et programmé pour exploser... Comment qu'ils trouvent ces noms-là? Delphis Bouchard. Delphis Bouchard. OK. Programmé pour exploser à 10h45. Gay apporte la bombe dans une gare où il va la remettre à Marguerite pour qu'elle la porte à l'aéroport. C'est bien compliqué. À bord de taxi. Elle va la porter toi-même à l'aéroport. Qu'est-ce que oui, mais quelqu'un l'aurait vu. Mais personne sait c'est qui. Oui, mais après... Sa femme l'aurait vu. Non, mais s'il va déposer la boîte, il va chercher sa femme pour aller la porter à l'aéroport. Ah! Vous étiez ici il y a une demi-heure, monsieur! Vous étiez ici il y a une demi-heure avec une boîte marquée « Fragile ».
C'est la boîte ici qui fait tchac 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 quand on rentre. La boîte qui fait tac 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 tac. Donc, une fois rendue, Marguerite va déposer la bombe pour qu'elle se retrouve à bord du vol, le matin même. Mission accomplie, elle reprend la direction de Québec à bord du taxi. Entre-temps, Gay s'était dépêché de retourner chez sa belle-mère pour éviter les suspicions. Parce que le monde s'inquiétait, là, ses pantalons, ils étaient pas là. Oui, c'est ça. D'un coup, il est en bobette dehors. Donc, questionné. Gay explique qu'il faisait de l'insomnie. Fait qu'il s'est levé tôt pis il est allé prendre une marche pis un café en ville. Moi aussi, je fais ça. Ah oui. Avec mes pantalons. Mm-hmm. Une fois Rita prête, le couple quitte la maison de Madame Morel à 9h30 à bord d'un taxi en direction du château Frontenac, d'où Rita va quitter pour l'aéroport. Mm-hmm. Quelques minutes plus tard, Marguerite arrive chez son frère généreux pour attendre un appel d'Albert afin de confirmer que le plan s'est déroulé comme prévu. High five tout le monde! Yes! En effet, tout s'est bien passé, sauf pour une petite chose que le trio de l'enfer aurait jamais pu prévoir, c'est que l'avion a quitté l'aéroport avec 5 minutes de retard. Ce qui a résulté en l'écrasement de l'avion sur le Cap Tourmente et non Dieu. dans le Saint-Laurent. Oh mon Dieu! OK. Fait que pour une fois, le monde en retard, ils auront servi à quelque chose. J'allais dire, ça a sauvé des vies, mais non, Ça... I was not paying attention. Non, tout le mais monde meurt. Ça a fait en sorte qu'ils se sont fait pogner les clottes baissées. Wow! OK, incroyable. Donc, après avoir déposé sa femme et confirmé avec les ruets que le plan s'était déroulé comme sur des roulettes, Gay flambe dans les rues de Québec pendant presque 1 heure après le déclenchement de la bombe et rentre chez sa belle-mère où il se plaint qu'il a mal à la tête. Et là, oui. C'est à 1h de l'après-midi que les premiers reportages sur l'écrasement de l'avion vont passer à la radio sans toutefois mentionner l'identité des passagers et si oui ou non il y a eu des survivants. Mon Dieu, c'est rapide. Dans mon temps d'information, ça prenait des années à se rendre d'une place à l'autre. Wow, OK, c'est très rapide. Quand même. Quand même. Donc, vers 3h30, Madame Morel a reçu des appels de la famille, des amis qui sont inquiets du sort de Rita. Oui. Donc, Gay va se rendre à la billetterie du château Frontenac pour demander à une employée de la compagnie aérienne si c'est vrai que l'avion au bord duquel sa femme se trouvait a explosé. Quand la jeune fille lui confirme la chose, Albert s'effondre dans un fauteuil du lobby du château et pleure avec tellement d'intensité qu'un employé de la compagnie aérienne va faire venir un prêtre de la basilique de Québec pour le réconforter. Ben voyons donc. Hey, monsieur, t'as-tu de la peine? Veux-tu un câlin, un mouchoir, un prêtre? Apparemment, c'était quelque chose qu'on faisait dans le temps. Quelqu'un m'a parlé, je suis là! Super prêtre! Super prêtre, viens réconforter les gens! Ça c'est un dupé, hein? Aussi, ouais. Wow! OK, c'est une réaction étrange. L'avion s'est écrasé à environ 1 heure de marche des rails de la Canadian National Railways qui parcourent le long du fleuve Saint-Laurent. En char, c'était encore plus long. C'est une mesure bizarre, c'est ça, 1 heure de marche. 1 heure de marche du train. Oui, dans ce temps-là, je sais pas, là, c'était les trains qui calculaient tout. D'accord. Fait que, ah ouais, attache tes bottes de l'équipeur, on s'en va prendre une marche. Ouais. Le soir, à peine quelques personnes étaient parvenues à se rendre à proximité du site de la tragédie pour identifier les victimes. Mon Dieu, pensez-vous quelque chose? Mais Albert, en bon meurtrier, était allé sur la scène du crime. Mais pourquoi? Pour en faire le constat, mais pour recevoir de la sweet attention. Quel tweet! Accompagné de 3 hommes, ses 2 beaux-frères, et une connaissance qui passait par là. Ça, je trouve ça pire que... Lucien Carreau? Je sais pas. Mais je trouve ça pire que Gay, parce que comme le dos, il passait par là, puis eux, il était comme, tu veux-tu voir des corps? Puis lui, il était comme, nice. Il y a ça dans mes cas aussi, on dirait que le monde aime ça, les accidents. Yeah! Donc, on conduit de Québec au Cap Tourmente, on marche, et dans le fond, ils vont se faire arrêter par des policiers qui surveillent le site pour prévenir le vol pis les bizarres. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Hey! Ouais! Viens pas enregistrer un TikTok ici, là. Mais je comprends, en même temps! Les pauvres policiers qui essaient juste de manger leur beigne en paix. Donc, Gay, il a pas pu se rendre assez proche du site pour constater l'ampleur de l'horreur dont il était directement responsable. Ouais. Mais aussi, le corps de sa femme, c'est le seul corps dont le visage était toujours reconnaissable. Et il a aussi appris juste beaucoup plus tard que parmi les débris, les chèques de réclame pour les valises laissés à Bécomo ont été retrouvés intacts dans le sac à main de Rita. Hein? Elle avait une maudite bonne sacoche, Rita. C'est incroyable, oui, c'est ça. C'est pas mon sacoche blindée. Hey, c'est pas mon tote bag avec un jeu de mots poche qui aurait survécu à ça, là. Non, absolument pas. Fait que là, au début, tout le monde est convaincu que ce qui est arrivé, c'est un accident. Tout le monde, sauf Monsieur N.R. Crump. J'ai dit Crump. Vice-président et membre du comité exécutif du Canadian Pacific. Crump savait que le DC-3 est un appareil robuste et fiable, et un des appareils de vol considérés comme les plus sécuritaires à l'époque. Ouh. Donc, il va mandater Jules Perrault, du service des enquêtes de la Canadian Pacific, wow, de se rendre sur les lieux du sinistre.
Une fois arrivé sur les lieux, il y a beaucoup d'indices qui sont assez suspects pour M. Perrault et ses collègues. En effet, les enquêteurs constatent qu'une odeur se dégage des décombres de l'appareil. Perrault est catégorique, ça sent la dynamite! Il est donc bien bon, Perrault, je l'aime. C'est un super enquêteur. J'aime l'odeur de la dynamite le matin. Oui, exactement! De son côté, le gouvernement du Plessis, il en a rien à foutre du nez de Perrault, et il accuse la Canadian Pacific de tenter de se soustraire à sa responsabilité civile en faisant porter le poids de la tragédie sur le gouvernement provincial. Duplessis oppose une fin de non-recevoir. Vous avez eu un accident, à cette heure vous payez. Ainsi, la police provinciale ne va pas intervenir dans l'affaire. Ça va être la société privée qui va devoir s'en charger. Autre que le gouvernement, des gens se mettaient déjà à la recherche de recours contre la Canadian Pacific si celle-ci était reconnue responsable de la tragédie. Et là, je pense que tu me vois venir. Albert Gay a téléphoné à son avocat pour lui demander pour combien il pourrait poursuivre le Canadian Pacific pour la perte de sa chère Rita. Mon Dieu! Hey, écoute. Et lui aussi, il a du front autour de la tête. Hey! Oh, il y avait tout un front. Tout un front. Le vendredi suivant, le CEO de la Canadian Pacific Airlines, attention, alerte au bon nom, George William Grant McConaughey, arrive de Vancouver accompagné d'un jeune ingénieur expert en aéronautique du nom de, attention, beau nom, Frank M. Francis. Frank Francis! Frank Francis! Wow! Lui aussi employé par la Canadian Pacific Airlines pour investiguer la tragédie. À l'équipe vont s'ajouter des membres de la police montée royale canadienne, oui! le département du transport et la police provinciale de Québec. Au cours de la fin de semaine, j'ai des plans de fin de semaine, oui. Les autorités s'empressent de rapatrier les corps, surtout ceux de l'équipage, pour qu'à l'autopsie, on puisse savoir si l'un d'entre eux aurait été atteint d'un malaise au moment de l'écrasement. Ah, ils sont brillants pareil. Ah, quand même. J'avais pas pensé à ça, ouais. À la morgue de la ville de Québec, l'attitude de Gay, qui s'était rendu sur les lieux pour identifier le corps de Rita, est en phase avec le comportement qu'il y avait eu au château Frontenac à l'annonce de ceci. Fait qu'il y a un prêtre qui On s'en rappelle. Oui, c'est ça. Donc, tremblant en pleurant, il refuse de regarder le corps de sa femme, déclare qu'il veut la garder intacte dans ses souvenirs avec toutes ses dents, et il laisse à son beau-frère la tâche d'identifier le corps. Rita, par exemple, elle a eu droit à des funérailles somptueuses, un cercueil de $800. Au moins. 2 couronnes funéraires, une au nom de sa fille et une autre en forme de croix, formée par des roses blanches. Est-ce que sa fille était dans l'avion? Non. Oh! Tu m'as fait peur. C'est vrai, il y avait une fille. Non, c'est au nom de sa fille. Ah, d'accord. Des roses blanches mesurant 5 pieds, sur laquelle on peut lire de ton Albert bien-aimé. Pardon? Ouais. La tige mesure 5 pieds ou la circonférence de la fleur? Croix en forme... des fleurs en forme de croix qui mesurent 5 pieds de haut. Ok, non, je pensais des fleurs que... Le diamètre de la fleur est de 5 pieds. C'était assez Alice au Pays des Merveilles, là. Ok. Et il continue de démontrer une tristesse excessive pendant la cérémonie et l'enterrement, ce qui a franchement surpris les voisins et les amis d'Albert qui savaient que c'était pas le couple de la décennie, ces deux-là. Non, Brangelina. C'était pas Brangelina. Et encore moins Brad et Jennifer. Oh non! Mais les gens, ils ont quand même de la sympathie pour Albert, qui est maintenant seul pour élever sa fille, qui est encore assez jeune. Oh, c'est vrai, elle a 4 ans. Oh! Donc, c'est triste. L'enquête poursuit son cours, et en discutant avec des résidents de Saut au cochon, Frank M. Francis apprend que beaucoup d'entre eux ont entendu le bruit d'une explosion avant que l'avion aille s'écraser contre le Cap Tourmente. Et ils ont même vu des débris tomber du ciel. Wow! Il y a beaucoup d'autres indices qui démontrent que les moteurs de l'avion étaient encore fonctionnels au moment de l'écrasement. Entre autres, les extrémités des hélices sont pliées vers l'avant, ce qui indique que celles-ci tournaient toujours après l'explosion et avant la chute. Aussi, et là, ça va être un petit peu macabre, même si l'avion s'est écrasé le nez en premier, il y a des morceaux de chair qui sont retrouvés en arrière de l'appareil. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu une poussée vers l'arrière, puis vers l'avant. Convaincus qu'il s'agit d'une explosion et non d'un problème de moteur ou d'une mauvaise manœuvre, les enquêteurs doivent maintenant déterminer l'origine de l'explosion. Le nez de Perrault sera ici particulièrement utile. Perrault. Ça sent la dynamite, mais à cause de l'Acte d'aéronautique du Canada, il est interdit pour un avion de transporter des explosifs, sauf pour quelques circonstances exceptionnelles et hautement contrôlées. Donc, il n'y avait aucune autorisation de transporter de la dynamite sur le vol 108.
Ben oui, mais je m'excuse, mais ça sent la dynamite, c'est pas une preuve admissible en cours, là? OK. Bon. En analysant les débris, Ah, bon, voilà. Perrault et ses hommes conviennent que l'explosion a eu lieu dans la soute à bagages. Vous avez un bon nez, monsieur. Heureusement pour l'équipe des enquêteurs, beaucoup de bagages et autres cargaisons avaient été déposés à l'aéroport de Québec. Donc, il restait plus grand-chose. Il restait 8 bagages à main, 3 valises, 2 machines à écrire et 3 paquets. Ah, pas 2 machines à écrire. Oh yes! Il y avait des écrivains là-dedans. Dans cet avion-là! Ou des secrétaires. Oh! Donc, un des paquets contient des pièces de mécanique. Le deuxième paquet contient de la lingerie. Et le troisième paquet, le contenu est non spécifié et destiné à un certain Alfred Plouffe de Bécomo de la part de Delphis Bouchard, 3 petits becs puis un cœur. Tu veux dire une boîte sur laquelle il est écrit fragile, ne pas secouer? Mais voyons! Et qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac! C'est ce paquet en particulier qui retient l'attention des enquêteurs. Parce qu'il est tout explosé. Exact. Et à Bécomo, personne ne connaît d'Albert Plouffe. Et à Saint-Siméon, il y avait un Delphis Bouchard qui travaillait comme gardien de nuit sur un pont, mais lui savait absolument rien à propos du paquet, et un chauffeur de taxi du nom de Paul-Henri Pelletier a rapporté à la police montée qu'il avait conduit une dame assez corpulente aux cheveux foncés à l'aéroport. Est-ce que c'est Marguerite? Et que celle-ci avait déposé une boîte avant d'aussitôt revenir dans le taxi pour reprendre la route avec tirer son lobe d'oreille en disant « Attends-moi 2 secondes, je vais dropper une boîte là-bas. » De leur côté, la police provinciale de Québec avait pas oublié l'altercation entre Marie-Ange et Albert qui avait résulté en l'incarcération de Monsieur. En se rendant chez Marie-Ange, les policiers lui demandent si elle ne connaîtrait pas une certaine madame corpulente à la chevelure foncée. Ben oui, c'est madame Pitre! Quoi? Qui? C'est exclamé celle-ci. Madame Pitre? Pitre, oui, c'était le nom de son mari à cette époque. Ouf, ok, il manquait un détail. Madame Pitre, c'est qui ça, madame Pitre? Il y avait un petit plot hole ici. C'est pour ça que je suis là, pour poser des questions. Merci. Ouais. Et il restait maintenant juste à confirmer par Pelletier, le chauffeur de taxi, que la femme qui l'avait conduit à l'aéroport, c'était bel et bien Marguerite. Afin de la forcer à sortir de son appartement où elle se cachait, en attendant que la poussière retombe, on demande à un juge de la Cour de Québec de téléphoner à Marguerite en prétextant que son fils avait été arrêté. Puisqu'il n'en était pas à sa première offense, le prétexte a paru réel à Marguerite, qui a aussitôt quitté son appartement pour savoir qu'est-ce que son chenapan de fils a fait cette fois-là. Malheureusement pour Pelletier, Marguerite, elle avait plus d'un tour dans son sac et la coquine, elle a porté des lunettes de soleil. Ce qui a fait en sorte que Pelletier n'a pas réussi à l'identifier à 100%. Ça devait être des grosses lunettes de soleil. Mais c'est ça, j'allais dire. Voyons donc. En tout cas, Pelletier... OK. Force-toi et Paul-Henri. La police décide de poursuivre son enquête sans arrêter Marguerite parce qu'elle n'a pas été identifiée à 100%. Pelletier, déçu de plus être dans le coup, va contacter un ami qui travaillait pour Le Canada, qui est un journal et non le pays. Il travaille pour Le Canada. Oui, c'est ça, c'est Le Canada. C'était un journal francophone publié à Montréal à l'époque. Intéressant. Donc, sans nommer de nom, le reporter a publié une histoire qui mentionne que la police de Québec est à la recherche d'une femme corpulente qui a déposé un paquet suspect à l'aéroport. Très général et très spécifique à la fois. À vous, hein? L'histoire paraît le 15 septembre. Il n'y a pas d'Internet à l'époque, donc Gay ne l'avait pas lu. On le sait parce que le 18 septembre, il s'est rendu chez Marguerite pour visiter Marie-Ange et la convaincre de revenir avec lui. Il avait fait son deuil et il était prêt à passer au prochain appel. Par contre, le lendemain, Gay avait définitivement lu l'histoire qui était parue dans Le Canada parce qu'il se rend chez Marguerite afin de convaincre Marguerite de se suicider en laissant derrière elle une note où elle admettrait que c'était elle qui avait déposé une bombe dans l'avion. C'est pas un super bon plan, là, ça. Parce qu'elle pensait que Albert serait à bord et non Rita. Même si elle était bien serviable et généreuse, Marguerite a refusé de rendre ce service à Gay. Je la comprends. Ben ouais, c'est ça. Par contre, celle-ci s'était confiée à sa belle-sœur, Thérèse. Ah, Thérèse. Celle-ci avait ensuite relayé l'histoire à son patron, qui l'a transmis à un agent de la Canadian Pacific. C'est comme un téléphone arabe. Oui, c'est ça. Le 23 septembre, les autorités se rendent chez Marguerite pour la questionner au sujet du paquet déposé à l'aéroport de Québec. Celle-ci admet avoir déposé un paquet le 9 septembre à l'aéroport de Québec. Par contre, elle jure qu'elle ne l'avait fait que pour rendre service à Gay et que celui-ci lui avait juré que le paquet ne contenait qu'une sculpture. Je faisais tic-tac, tic-tac. Le soir,
Albert, qui célébrait seul son 32e anniversaire chez sa belle-mère, entendit à la radio les nouvelles concernant l'enquête policière. Paniqué, il a tenté de s'enfuir chez sa mère à Limoilou. Par contre, les autorités avaient déjà un mandat d'arrestation émis contre lui pour l'attentat contre la Canadian Pacific Airlines. Et il fut arrêté peu de temps après son arrivée chez sa mère. Questionné après l'arrestation de son gendre, tout ce que la mère de Rita a eu à dire, c'est « C'est un gars avec ben de l'ambition. » Ok. Il a tué ta fille. Une description comme une autre, là, ouais. Je te dis ça de même. Gay emprisonné, il est temps pour les inspecteurs de la Canadian Pacific Airlines de laisser les autorités de Québec prendre le relais. Les preuves furent transmises au capitaine J.A. Maté, le détective en chef de la police de Québec, et à Noël Dorion, le prosécuteur en chef de la couronne dans la province de Québec. Dorion, c'est tout un personnage. Ses maniérismes et son intensité pendant les procès lui ont valu le surnom de Monsieur Tornade. Monsieur Tornade! Monsieur Tornade, on dirait une émission pour enfants. Monsieur Tornade! Monsieur Tornade! Wow! Il est à ce jour un des avocats les plus célébrés de la province de Québec, avec à cette époque 12 pendaisons à son actif. Je pense qu'on célèbre plus ça aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est bien correct de même. Enfermé à la prison pour hommes de Québec, située sur les plaines d'Abraham, Gay confie à son compagnon de cellule que s'il était, derrière le plan machiavélique pour faire sauter l'avion, c'est Généreux Ruet qui a conçu le mécanisme de la bombe. Oh, maudit tout. Albert, faut pas faire confiance à n'importe qui puisque son compagnon de cellule, c'était un mouchard qui a rapporté les faits à J.A. Maté et qui s'est empressé d'arrêter Ruet direct chez lui. Comment ça s'écrit J.A.? J.A. C'est un prénom complet. D'accord, pardon. Je m'appelle J.A. Ça s'appelle G-I-A-H. J.A. Oui. OK. On recommence. Au moment de son arrestation, Généreux admet avoir fabriqué le mécanisme de la bombe, mais assure les agents que Gay lui avait dit qu'il voulait seulement s'en servir pour faire exploser des troncs d'arbres. Non, pas pour vrai! Eh oui! Encore l'excuse des sources d'arbres! Apparemment, c'était vraiment un hobby dans le temps, là. Ben, je peux pas croire que c'est si commun que ça. Voyons. OK. Entre-temps, le capitaine Maté s'est rendu chez un bon ami à lui, le docteur Lucien Gravel. Il y a tombé du monde dans cette histoire-là. Je sais, je m'excuse. Excuse-toi pas, c'est bien le fun. Un professeur de chimie de l'université Laval. Mon Dieu. Pour lui demander s'il était possible de fabriquer un mécanisme explosif à partir d'un cadran, d'une batterie et d'un fusible. Ça sonne comme un challenge. Oui, on dirait Mythbusters. Ou un Taskmaster. Oui, exactement. Les deux hommes s'étaient auparavant liés d'amitié pour leur amour du jardinage. Du jardinage! Jardinage! C'est le détective Maté. As-tu déjà fait exploser des troncs d'arbres? Non, j'ai fait exploser des poissons, par exemple. Puis là, ils ont twisté leurs moustaches ensemble. Yes! Gravel confirme que c'est possible et dessine même un diagramme qui démontre comment construire l'engin en question. Mon Dieu. Quelques jours plus tard, Maté convainc Gravel de construire l'engin et de le faire détonner devant un juge de la cour inférieure pour justifier le procès. Au début, Gravel refuse. Au début, Gravel refuse sous prétexte que c'est pas tant une bonne idée de donner trop d'instructions au public sur comment fabriquer une bombe à la maison. Ah, bah ouais, j'allais dire c'est pas une bonne idée de faire exploser une bombe dans une salle de cours, là, mais à part de ça. Un petit DIY du dimanche après-midi pluvieux. Fait que là, prenez des notes, on vous explique comment monter une bombe maison. C'est un divorce instantané. Tac, tac. Donc, Maté finit par le convaincre et le 14 octobre, Gravel fait exploser une bombe devant le juge qui accepte que soient prosécutés Gay, Marguerite et Généreux. Puis là, dans ma tête, le juge, il y a comme de la suie d'en face. Les cheveux comme par l'arrière, là. Puis il essuie un petit peu la suie, puis il est comme... Ouais, vous avez un cas. Vous avez un cas, les boys. Ouais. Bonne job, les boys. Bravo. Hey, hey. Excité par son incursion dans le monde du true crime, un peu comme toi pis moi. C'est ça j'allais dire. Gravel s'improvise détective et se rend lui-même sur le site du crash afin de démontrer que son mécanisme correspondait à celui qui avait été concocté par Généreux Ruet. Ben, ça sert à rien de se rendre sur le site du crash pour faire ça. Ben oui, il veut trouver des petits bouts. Ah, d'accord, pardon. Donc, à quatre pattes, il fait le tour des décombres et découvre une plaque de métal qui séparait la soute à bagages de la cabine où se trouvaient les passagers. Ooh. La plaque est étrangement courbée, comme si elle avait été frappée par le haut d'une batterie circulaire, comme une grosse batterie Duracell. Et elle était recouverte d'une poudre noire et blanche. Après analyse en laboratoire, on détermine que la poudre noire est le résidu de la pâte que l'on retrouve à l'intérieur d'une batterie, et la poudre blanche résulte de la combustion des bâtons de dynamite. Et la plaque de métal est percée à 2 endroits,
probablement causée par l'impact de la cloche et du poussoir au moment de l'explosion. Le poussoir, c'est la petite pine en haut du cadran, là. Puis la cloche, c'est la cloche qui fait... Tout un cours de science. Hey, faites la science avec Catherine et Audrey. En plus de la découverte de Lucien Gravel, les inspecteurs de la couronne découvrent, coincé dans la manche d'un chandail, pogné après une branche à quelques centaines de pieds du site de l'écrasement, 2 morceaux de métal bleu. Ceux-ci étaient des fragments d'un disque qui servait de seau à une batterie Everready numéro 6. Un type de batterie qui ne fait pas partie de l'équipement de l'avion. Une autre découverte fut faite, et cette fois-ci dans l'atelier de Généreux. Derrière une statue de la Vierge Marie, les inspecteurs découvrent un triangle de carton couvert de fragments de cuivre, de plomb et d'aluminium, des métaux qui entrent tous dans la composition du détonateur. Donc, après avoir fait le ménage de l'atelier à la suite de l'explosion, Ruet a négligé de regarder derrière la statue. Les hommes qui ménagent. Bonne raison, oui. Le procès d'Albert Gay débute le 24 février 1950. À ce moment, le souhait de Gay de devenir une célébrité est exaucé. Yeah! Les journaux et la radio parlent sans cesse de lui, et en plus, le fils d'une des victimes de l'écrasement avait fait un hold-up dans un liquor store du Massachusetts pour ramasser des fonds pour se rendre au Canada et tuer Gay lui-même. Ben oui, on c'est quoi ça? Cette side story-là? Je sais pas, mais je voulais l'inclure. Ben oui. Le procès dure 2 semaines et demie et fut l'événement le plus couru à Québec depuis que Roosevelt et Churchill s'y sont rencontrés pour jaser puis prendre un café ensemble en 1944. Je savais même pas que c'était arrivé, ça. Moi non plus. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Hey, by the way, on avait des célébrités à Québec. Malgré les températures glaciales, une foule s'attroupe régulièrement devant le château Frontenac dès les petites heures du matin pour essayer d'avoir une place. Parfois, ceux qui arrivent tôt revendiquent des places, revendent leurs places aux retardataires pour des prix faramineux. Des scalpers de billets. Exactement, c'est l'invention des scalpers! Même les touristes qui étaient de passage ont laissé faire le ski pour assister au procès. Très bonne décision. Je les comprends, j'haïs le ski. Ça fait tout aussi mal au derrière, anyway. Son ski est assis longtemps sur un petit banc d'église, là. Bien bon. Le jury, je vous apprends rien, il est composé uniquement d'hommes, parce qu'à l'époque, les femmes avaient les mêmes droits que les alcooliques, les sans-abri et les gens atteints de déficience intellectuelle. C'est une liste un peu étrange. Je sais. D'accord. Puis, donc, aucun droit whatsoever. Ok, oui. Tout au long du procès, Gay semble franchement blasé et s'est même endormi à un certain moment. Ben là, voyons. Hey, si j'ai bien appris une chose en faisant un bac en littérature, c'est que quand tu te fais accuser d'avoir tué quelqu'un, tu brailles ta vie. Merci Camus et Dostoïevski. En fait, la seule fois que Gay a exprimé une émotion quelconque, c'est quand Marie-Ange a été questionnée et qu'elle a déclaré qu'elle ne l'aimait plus. Ah, mon Dieu! Aïe aïe! Ça fait mal! Et le gars s'est fait sacrer en avant de Québec au complet. Ouf! Gay est déclaré coupable le 14 mars après 17 minutes de délibération. Ok, non, c'est Le juge... Un peu de doute. Aucun doute. C'est toi mon nez. Le juge, en lui octroyant la peine de mort par pendaison, s'exclame « Votre crime est infâme! C'est sans nom! » Comme la marque, sans nom. Oui. Gay, qui a même pas tenté d'argumenter en sa faveur pendant son procès, a refusé d'en appeler à la cour supérieure, probablement parce que Marie-Ange voulait plus rien savoir de lui, anyway. Il n'y avait plus de raison de vivre! Il y a plus d'amour! Les témoignages les plus compromettants à son endroit ayant été livrés par Marguerite et Généreux, Gay leur a rendu les traitors! Gay leur a rendu la monnaie de leur pièce en produisant un long témoignage par écrit, impliquant le frère et la sœur dans son plan. Ça n'a pas d'allure. Quelques jours plus tard, Généreux fut arrêté pour meurtre, puisqu'il avait construit le détonateur. Tout le monde est tellement salty dans cette histoire-là. Tout le monde s'en veut, là. Tout le monde s'en veut tout le temps. À cet effet, Noël Dorion a déclaré au jury « Cet homme s'est emparé de la prérogative de notre Dieu créateur en décidant de prendre la vie de 23 personnes. » Quel poète. Oui, c'est bon. Hey, ben impressionné. Le jury condamna le 3 janvier 1951 Généreux Ruet à être pendu pour son crime. 9 jours plus tard, Gay fut pendu à la prison de Bordeaux à Montréal. Il niaisait pas dans ce temps-là. Hein. C'est juste au coin de la rue chez nous. Oui. Fut pendu à la prison de Bordeaux à Montréal sans avoir jamais revu Marie-Ange. Pour sa part, Marie-Ange tenta de se lancer en affaires en ouvrant un petit café appelé Au Petit Cœur dans la basse ville de Québec. Il y a quelqu'un qui a un happy ending. Paraîtrait qu'elle a fait faillite. On est content pour toi, Marie-Ange.
Et puis Marguerite, notre chère Marguerite. Oui! Elle fut formellement accusée de meurtre pendant le procès de Généreux. Là, elle a tiré les lobes d'oreiller aux policiers. Par contre, son cas a été plus complexe que celui d'Albert et Généreux. Parce que Marguerite, elle a fait une tentative de suicide entre-temps, ce qui était illégal à l'époque. Elle a donc été accusée de meurtre, de tentative de suicide et de parjure, parce qu'elle a donné des témoignages conflictuels au procès de son frère et de Albert Gay. C'est complexe, cette notion-là, du perjury. Oui. C'est n'importe quoi, dans tes témoignages, t'as le droit. Okay, non, t'as pas le droit. Elle avait intimidé des témoins. Elle a menacé un témoin du procès de son frère en lui disant « J'ai tué une fois, je peux le faire un autre. » Oh! L'histoire dit pas si elle a tiré le lobe d'oreille. Oh, ben j'espère que oui, c'est un beau mot. Pas tuer. On va tuer mon tabarnak. Marguerite s'est dite persécutée par les avocats de la couronne. Pendant son procès, elle se plaignait à Dorion que la police était toujours après elle, mais c'est parce qu'elle le flattait tellement bien, les avocats. Ouais, c'est comme des chiens que je vais aller surveiller notre prisonnière. Dorion, il a déclaré que c'était plutôt la société au complet qui était contre elle. Ben voyons donc. L'histoire raconte la tornade. L'histoire raconte que des lunettes fumées sont tombées du ciel sur le visage de Dorion et que les mots Thug Life sont apparus ensuite. Tu m'en regardais tellement pendant que je disais ça. Je me demandais tellement où ça s'en allait. Merci de toujours me faire confiance. Donc, Marguerite est condamnée seulement pour meurtre puisque les preuves pour tentative de suicide, parjure et intimidation sont insuffisantes. Ouais. Généreux et Marguerite, contrairement à Gay, ont tenté de porter la décision de la Cour en appel. Ouais. D'abord à la Cour d'appel, qui porte bien son nom, puis à la Cour suprême du Canada. La Cour suprême! La Cour suprême! Toutes leurs demandes furent rejetées et Marguerite est pendue le 9 janvier 1952 et Généreux le 25 juillet 1952. Oh mon Dieu, je savais pas que tout le monde mourait dans cette histoire-là. Ouais, c'était triste. C'est triste. Quelques jours après l'exécution de Marguerite, le Canadian Pacific Railway décide que l'affaire est résolue. Bing bang, merci bonsoir. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Dans un article de Radio-Canada publié l'année dernière, on apprend que les restes de l'avion se trouvent encore sur les flancs du Cap Tourmente, 150 mètres au-dessus du niveau du fleuve. Mais là, allez ramasser ça, faites quelque chose, voyons donc. Appelez un 800 got junk. Oui, c'est des poubelles! Selon le guide Carole Duclos, même si au cours des années, beaucoup de curieux sont partis avec des morceaux de l'avion, il en reste encore un bon 5e. C'est beaucoup ça, un 5e! Il y a des photos, il en reste encore beaucoup. Ben voyons donc! Aussi, l'attentat a donné lieu à 2 tentatives de copycat. Non! Mais déjà que c'était un copycat de ce qui s'était passé dans les Philippines, là. Donc, à Los Angeles, en 1951, un technicien employé dans une usine produisant des parties d'avion qui assurait la vie de sa femme et de ses 2 enfants. Oh non! Et tente de faire passer un paquet contenant une bombe dans un avion à bord duquel ces derniers se trouvent. Par chance, ce préposé au bagage maladroit échappe la valise et celle-ci a juste pris feu en entrant en contact avec le sol. La 2e fois... Y a-t-il quelqu'un qui est mort? Y est-tu mort? Non, la valise a juste pogné en feu. La bombe a pogné en feu puis ça a pas explosé. J'imagine que la bombe était pas bien... Il était pas très bon. C'était pas une bonne bombe. Non, Généreux était pas là. Non, Généreux, lui, il avait la touch. La 2e fois, la valise contenant la bombe a été placée à bord du mauvais avion. Oh non! Et a juste explosé une fois arrivé à destination, tuant 3 employés dans l'aéroport. Mais c'est donc bien terrible, pareil! Ce qui est très triste. Ouf. Le meurtre de Gay a également inspiré un romancier d'ici, Roger Lemelin! Pas Roger Lemelin? Roger Lemelin. J'étais justement en train de me dire si je pouvais écrire un livre là-dessus, mais là, on va oublier ça. Ouais, mais c'est Roger Lemelin, c'est pas... En 1982, il a publié Le crime David Plouffe, une suite à sa déjà célèbre série mettant en vedette la famille Plouffe. Oh, la famille Plouffe! La famille Plouffe! Ah oui, d'accord. Denis Arcand a aussi adapté le roman au cinéma en 1984. Pour vrai? Avec qui? Ah, ok. Mais là, moi, j'ai intéressé par les acteurs. J'ai pas lu le roman ni puis j'ai pas vu le film. Non, fait que, ben, je vous en parlerai pas. Mais non. Puis je vais vous laisser le plaisir de continuer vos recherches tout seul, chers auditeurs. Ben, t'en as fait en masse pour nous. Donc, c'était la tragédie aérienne de Saut au cochon. Et incidemment, la fin de notre premier épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Yes. C'était le premier épisode de Un peu de crime dans ton café.
disponible sur Spotify ou peu importe où est-ce que vous écoutez vos podcasts. J'aimerais juste faire un petit remerciement spécial à Guillaume Puren, mon ami qui a composé la chanson thème que vous avez pu entendre au début de l'épisode et notre chanson de fermeture que vous allez entendre dans une couple de secondes. Et aussi, si jamais vous aimez ce que vous entendez, sachez que Catherine et moi, on a un autre podcast aussi disponible sur Spotify, Les Rescapés du temps, shameless plug. Et on vous invite à nous suivre sur Instagram, à Un peu de crime dans ton café, sur Facebook, ou écrivez-nous unpeudcrime@gmail.com. Yes, on a hâte de vous lire. Si jamais vous avez du café et que vous aimeriez qu'on goûte à votre café sur les ondes, ben écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de boire votre café et même de mettre un peu de crime dans votre café. Ouh. Bye tout le monde! Bye bye!